Monsieur Jean-Claude Joly, puisque nous sommes dans l'ambiance du Conseil de l'Europe, président de l'association Architecture et Patrimoine maçonnique, très respectable grand maître de la Grande Loge de France et de la Grande Loge d'Autriche, très respectable grand maître qui représentait l'Europe entière aujourd'hui, mes frères et mes sœurs en vos grades et qualités, et chers amis, parce qu'il y en a, désireux d'approfondir votre connaissance de l'art royal. Je m'appelle Jacques Walch, en français, en allemand on peut dire Walch, et je suis actuellement le vice-président français des routes, et je suis également, comme le très respectable grand maître a eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, je suis l'archiviste du Suprême Conseil de France, qui est l'un des plus anciens corps maçonniques d'Europe, et peut-être même du monde, puisqu'il a été créé en 1804. Et donc c'est un grand honneur pour moi de prononcer cette première conférence sur les routes de l'architecture et du patrimoine maçonnique. Et j'espère que je vous apporterai la richesse d'informations que vous attendez. Donc, cette diapositive est en anglais, il y en aura en français et il y en aura en russe. Et le texte et l'ensemble des diapositives qui vous sont présentées seront à votre disposition par l'intermédiaire de l'association. Donc ma conférence s'intitule « De Moscou à Paris en l'an 2000, le retour des archives maçonniques françaises ». Fondamentalement, mon propos aujourd'hui est de relater la récupération des archives pillées en France pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Voici le plan que je voudrais suivre, que je vais suivre, comprendre pourquoi et comment la franc-maçonnerie française a été interdite à partir de 1940, puis comment son patrimoine a été volé et l'aventure de la restitution de ces documents, et enfin, je voudrais présenter brièvement les travaux universitaires en cours en France actuellement pour comprendre ce système d'expoliation. Entre 1940 et 1944, la franc-maçonnerie française a connu des heures très sombres. D'une manière générale, elle était interdite. Mais la sévérité des mesures anti-maçonniques et la durée du silence dépendent de la localisation des loges, de leur position sur la carte. Il faut donc d'abord considérer la géographie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire français est divisé en deux, voire en trois parties. La zone nord et ouest, et nous y reviendrons en détail. La zone du gouvernement de Vichy et l'Afrique du Nord. Et cette territorialité est importante car chaque portion du territoire avait élaboré sa propre pratique anti-maçonnique. Entre 1940 et 1944, il y a donc eu plusieurs manières pratiquement d'interdire la franc-maçonnerie française. Au nord et à l'ouest, en vert clair sur la carte, le pays était occupé par l'armée allemande. Cela représente environ 2/3 du territoire sous commandement militaire. Et dès leur arrivée, les militaires allemands, et les diplomates aussi, appliquent l'interdiction de la franc-maçonnerie décidée par les nazis en Allemagne en août 1935. L'accès au temple est interdit, des archives et divers objets sont volés, les locaux sont parfois réquisitionnés pour les besoins allemands. À Paris, par exemple, l'armée allemande entre dans la ville le 14 juin 1940. En première ligne opère le commando du lieutenant von Künzberg, probablement issu du ministère des Affaires étrangères. Il commence rapidement ses pillages au siège de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France et d'autres, et vraisemblablement d'ailleurs, d'après des informations recueillies avant la guerre.
Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement ce qu'il a pris et ce qu'il a fait dans son butin. Pardon. Il l'a probablement envoyé en Allemagne, mais la destination n'est pas encore connue avec certitude. Après lui, c'est l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, plus connu dans ces milieux de la recherche sous l'acronyme ERR. C'est donc cet organisme qui a pris le relais. Il a également pillé les locaux maçonniques et on ne sait pas toujours grand-chose du résultat de ces vols et de l'endroit où il les a entreposés. On ne sait pas non plus si ces documents ont été étudiés ou utilisés. On peut raisonnablement penser qu'ils ont pu intéresser les échelons politiques nazis pour mener à bien leur politique antimaçonnique ou leur politique tout court. En province, les troupes allemandes n'ont peut-être pas considéré la lutte contre la franc-maçonnerie comme une priorité militaire. Quoi qu'il en soit, les loges ne se réunissaient plus. C'était trop dangereux. Et beaucoup de frères se trouvaient dans les stalags, dans les oflags ou encore pire, dans les camps de concentration. Vous l'aurez compris, nous sommes très pauvres en archives sur la politique et sur les décisions des nazis à l'encontre de la franc-maçonnerie en France. Il est donc difficile d'établir des comparaisons avec les persécutions commises dans les autres pays occupés par l'Allemagne, dans vos pays. Merci Igor, on va trouver de la place. Là, c'est bon, ça va, merci. En tout état de cause, les frères français ont été privés de maçonnerie dans cette zone nord et ouest pendant toute la durée de l'occupation allemande, c'est-à-dire de mai-juin 1940 à juin-novembre 1944, la date finale se situant plus ou moins à la libération de la ville de Strasbourg en novembre 1944. La partie non occupée par l'Allemagne maintenant, en vert foncé sur la carte, est restée libre. Libre entre guillemets, car le gouvernement que le maréchal Pétain avait installé dans la ville de Vichy était soumis à l'Allemagne, à une politique autoritaire et antisémite. Vichy et les nazis se sont évidemment entendus sur une politique antimaçonnique systématique. Et la politique de Vichy à l'encontre des loges est plus facile à documenter. Une loi du 13 août 1940 décrète la dissolution de la franc-maçonnerie. Et vous voyez le journal officiel et l'extrait qui nous concerne. Cette loi ne dissout pas directement la franc-maçonnerie, mais, je cite, « les associations dont l'activité s'exerce, même partiellement, d'une manière clandestine ou secrète ». Fin de citation. Le vocabulaire est symptomatique de la mentalité des dirigeants. Tout d'abord, dans cette loi, il n'est jamais question de franc-maçonnerie, mais toujours de société secrète. Société secrète ou clandestine, et qu'on abrège en société secrète. Le gouvernement français de 1940 ne considère les loges que sous l'angle institutionnel. Elles sont coupables, car elles sont supposées cacher leurs activités au pouvoir public. Rien n'est dit sur les activités sociales ou sur la spiritualité. En tout état de cause, les loges sont fermées. Les noms des francs-maçons sont officiellement publiés. Mais sur ce point précis, en France, il y a une continuité de la malveillance à l'égard des francs-maçons. Depuis la fin du XIXe siècle, des listes de frères ont été souvent divulguées, notamment par des associations ou des groupes proches de l'Église. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la couverture de deux publications différentes. Celle de droite date de 1908 et celle de gauche est sans date, mais probablement 1931 ou 1932. Ce sont des livres très épais, des listes de noms avec quelquefois des adresses. À Paris, tous les francs-maçons ont fait l'objet d'enquêtes de la part des polices françaises et allemandes, parfois successivement ou même simultanément. Les fonctionnaires et les employés de l'État perdent leur emploi. Néanmoins, il existe des différences dans la manière dont les ministères appliquent la loi d'interdiction. Certains ministres ne veulent pas se priver de compétences précieuses et ralentissent les poursuites contre les francs-maçons. Le gouvernement lui-même devient plus souple
À partir de 1942, le cabinet de Pierre Laval est moins strict que celui de l'amiral Darlan. Revenons à la géographie. Permettez-moi de dire un mot sur les territoires français d'Afrique du Nord. La Tunisie, le Maroc et l'Algérie sont alors de véritables colonies pour la France. Sur la carte, évidemment, c'est la bande verte qui se situe au sud de la Méditerranée en vert foncé. Le droit français s'y appliquait partout, surtout en Algérie. Nous avions à l'époque de nombreuses loges, et elles ont été fermées à partir d'août 1940. Cependant, ces loges ont pu reprendre leur activité maçonnique plus tôt qu'en France, à proprement parler. Elles sont restées fermées moins longtemps. En effet, les Américains ont débarqué au Maroc et en Algérie en novembre 1942. Et les mesures anti-maçonniques furent donc rapidement levées de facto et les frères purent à nouveau se réunir dans leurs temples. Il faut ajouter que malgré la loi contre les loges, la solidarité maçonnique était restée vivante. Et il n'est pas impossible que l'état-major américain ait utilisé les réseaux maçonniques pour assurer le succès de l'opération Torche, le débarquement en Afrique du Nord. Le gouvernement français en exil à Londres se déplace alors à Alger et prend une mesure très importante. Le 15 décembre 1943, il abolit toute la législation antimaçonnique de Vichy. Ce fut une lumière pour les francs-maçons maltraités en France. Ils savaient que tôt ou tard, les loges rouvriraient. L'espoir était revenu. Cela étant dit, je voudrais maintenant vous parler d'un voyage extraordinaire, celui des archives de la franc-maçonnerie française. Comme je l'ai dit, les Allemands en ont volé une grande partie, en rouge. Il est vrai qu'ils ne sont pas les seuls. Des organismes purement français comme la police et la Bibliothèque nationale ont également conservé une très grande partie, peut-être la plus grande et en tout cas la plus ancienne du patrimoine maçonnique, évidemment, en application de la loi anti-maçonnique de Vichy. Les papiers et manuscrits emportés par les Allemands ont fini en Allemagne, comme je le disais tout à l'heure, dans les lieux qui ne nous sont pas connus. Cependant, une partie importante d'entre eux a fini dans des dépôts à l'est de l'Allemagne, y compris dans la partie orientale, aujourd'hui sous souveraineté polonaise. Après la guerre, des enquêtes ont été menées dans l'Allemagne occupée pour retrouver les biens volés par le régime nazi. Une grande partie du patrimoine a été retrouvée dans les zones d'occupation américaines, britanniques et françaises, mais une autre partie significative des objets était alors considérée comme perdue. Les soviétiques ont alors annoncé qu'ils avaient récupéré des tonnes de souvenirs maçonniques. Considérés comme un butin de guerre, ils les envoient pour la plupart à Moscou. Mais aussi, en fonction de l'état des chemins de fer, certains furent envoyés à Minsk et en Ukraine. Plus tard, au moment de la perestroïka, le gouvernement russe de Boris Yeltsin décida de restituer la quasi-totalité de ce qu'ils avaient récupéré en 1945. Ces souvenirs sont revenus à Paris en 2000. Ils étaient donc restés à l'étranger pendant plus de 50 ans. En Union soviétique, les archives ont d'abord été classées par les archivistes soviétiques. Ils ont fait en premier un classement, mais ils ont vraiment réalisé un travail de qualité, étant donné qu'ils travaillaient dans une langue étrangère et dans un domaine, donc la franc-maçonnerie, qui leur était inconnu. La collection que je connais le mieux, celle du Suprême Conseil de France, est encore en cours d'inventaire et cela prendra encore environ 2 ans. Cela donne une idée de l'importance de ce qui est revenu de Moscou et donc du volume de ce qui avait été pillé par les Allemands. En ce qui concerne maintenant les archives conservées par la Bibliothèque nationale de France, les loges maçonniques ont accepté d'en faire don.
et ce don fut finalisé entre septembre et décembre 1944. Depuis lors, ces papiers et manuscrits ont été classés et conservés d'une manière qui a probablement assuré leur survie. Ils sont accessibles par Internet et certains ont été scannés. Et c'est le lieu ici de remercier les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France pour leur travail remarquable. Je voudrais maintenant terminer ma conférence en disant quelques mots sur le travail universitaire actuellement développé pour comprendre comment ces spoliations ont été concrètement réalisées. Comme vous le savez maintenant, l'attitude des pouvoirs publics à l'égard des loges et des francs-maçons n'a pas été homogène sur l'ensemble du territoire. L'application de la législation antimaçonnique de l'Allemagne et de Vichy en France dépendait des personnes et des lieux. Par exemple, nous sommes aujourd'hui bien informés de ce qui s'est passé concrètement dans des villes comme Toulouse, comme Épinal ou comme Nantes. Et depuis 3 ans, le gouvernement français soutient ce mouvement historiographique. Il finance un projet de recherche scientifique sur ces archives pillées. Ce projet s'appelle STASEI. Il s'agit bien sûr d'une abréviation de « saisir et transmettre les archives courantes des ennemis idéologiques ». L'objectif des chercheurs est de comprendre les processus de spoliation, de reconstituer la vie des organismes d'exécution et de tracer le mouvement des documents à partir de l'été 1940. Sur le bandeau du bas, vous voyez donc le logo de la Maison des sciences de l'homme, de l'Institut d'histoire du temps présent, d'un laboratoire mixte CNRS Paris 8, du musée de la franc-maçonnerie, du musée archives bibliothèque de la Grande Loge de France et des archives du Suprême Conseil de France. Une grande partie de ce que je viens de vous dire est le résultat du travail établi dans ce contexte. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et maintenant je suis prêt à répondre aux questions que vous pourriez avoir. Alors, bravo pour cette remarquable travail qui était rapide. Moi, je suis très engagé. Ah oui, il faudrait un micro. On va vous donner un micro, un microphone. Il arrive, mon frère, il arrive. Merci. Et merci pour ton travail remarquable de recherche, c'est extraordinaire. Et moi, je viens de parler, je suis très engagé dans ces histoires des livres et de la documentation volée par les nazis. Mais pourquoi les Russes ont pris tous ces documentations? Il y a une précision, c'est une école aussi, que les Russes ont cherché qui appartenait à la maçonnerie, qui appartenait surtout dans le Parti communiste français. C'est une première question. En Pologne, il y a à peu près 80 000 de livres maçonniques qui étaient volés en France. À peu près 16% de ces livres, exactement 2500 livres, c'est tous les titres. Donc, ce sont les livres de 1740, 1760. Il y a encore jusqu'à les Hollandais, les Belges, et beaucoup de ces livres. Il y a encore dans la bibliothèque de Poznań, Université de Poznań, et qu'il y a toute une partie de la bibliothèque consacrée à ça, des caisses entières de documents ramassés par Hitler, par Himmler, et que malheureusement, c'est un travail extrêmement difficile, parce qu'il y a beaucoup de papiers qui viennent de la Belgique. Et à peu près, c'est quelques petits détails que je vous lis là. Merci, monsieur.
Merci. Nous savons que la Pologne fait un très gros travail de mémoire aussi, que l'université de Poznań a effectivement un très riche fonds maçonnique. Euh, je ne sais pas si nos amis belges savent qu'une partie de leurs archives sont là-bas, mais nous allons bientôt avoir une réunion des archivistes maçonniques et donc je ne manquerai pas de leur dire. Merci de cette information. Michel Singer de la Grande Loge de Hongrie. Je vais être très court, très cher frère Jacques. Juste une petite anecdote et une autre petite anecdote. La petite anecdote, c'est que j'étais présent en charge à la Grande Loge de France en 2000, à la fin 2000-2001, quand les archives sont revenues. Ça a été extrêmement compliqué parce que toutes les archives qui sont revenues dans des grandes boîtes dont tu as montré une photo, ces archives étaient au Géo. Elles sont arrivées d'abord au Grand Orient de France. Et nous avions à l'époque, je parle pour la Grande Loge, puisque j'étais Grande Loge moi-même, nous avions un bibliothécaire qui s'appelait Philippe Morbach, que tu as probablement connu, qui s'est battu physiquement avec les bibliothécaires du Grand Orient de France pour récupérer le maximum d'archives qui appartenaient bien sûr à la Grande Loge de France. Alors j'ai eu la chance de voir comme ça au premier chef une ou deux. Je me rappelle particulièrement de 2 ou 3 rituels de 1730-1740 qui étaient absolument somptueux, faits à la main. Voilà, c'est une anecdote. L'autre chose, on parle d'archives. En Hongrie, dans un château qui s'appelle le château de Dég, qui se trouve à côté du lac Balaton, il y avait jusqu'à 42-43, donc en pleine guerre, toutes les archives maçonniques de l'Autriche et de la Hongrie. Ces archives regroupaient la totalité, c'était plusieurs tonnes d'archives qui regroupaient le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, et évidemment le début XXe austro-hongrois. Ces archives ont disparu complètement, et elles sont restées un des grands mystères de la franc-maçonnerie moderne. On pense, plusieurs possibilités existent, mais on pense qu'en réalité, le château de Dég avait été occupé par les soldats allemands, par l'armée allemande, et ils auraient, dans l'hiver 43 et l'hiver 44, il faisait tellement froid qu'on pense que ces archives ont malheureusement été utilisées pour se chauffer. Voilà, je m'en tiens là. Merci. Merci mon frère Michel. Alors pour aller dans le sens de ce que tu dis, en fait les archives ont été livrées au ministère des Affaires étrangères. Les Russes ont tenu à ce qu'elles soient réceptionnées par le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il faut lire les reportages qui ont été écrits sur cette affaire-là parce que c'est assez désopilant. Bref, le ministère des Affaires étrangères n'a pas fait lui-même un premier inventaire un peu grossier. C'est délesté de toutes les archives maçonniques sur la seule institution officielle, c'est le musée de la franc-maçonnerie, bon, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, le musée de la franc-maçonnerie. Jusqu'à l'année dernière, même pas, moins d'un an, il n'y avait que lui. Depuis, il y a 2 autres, et merci au grand maître d'avoir aidé à faire ça. Et donc le musée de la franc-maçonnerie s'est délesté sur le musée. Le ministère des Affaires étrangères s'est délesté sur le musée de la franc-maçonnerie. Et là, le musée de la franc-maçonnerie a donné à la Grande Loge ce qu'il estimait devoir lui revenir, avec des épisodes comme celui que tu viens d'indiquer. Mais je vous ai expliqué que nous étions en train de faire l'inventaire des archives russes. Et maintenant, ce sont des archivistes paléographes professionnels qui font ce travail. Et maintenant, nous sommes en mesure de dire très exactement au dossier près ce qui a disparu de nos archives entre le départ du ministère des Affaires étrangères et l'arrivée rue Puteaux. Comme il n'y avait qu'une station au milieu, il n'y a pas de doute, on sait où sont les dossiers qui manquent. Voilà, eh bien écoutez, mes frères et messieurs, mesdames, merci de m'avoir écouté. Et je dois annoncer le successeur. Ah, pardon, Diane.